Une fois, non, ça marche ou pas? Allez, c'est parti, je me lance en espérant qu'on aura assez de connexion pour qu'il n'y ait pas des gros pixels qui viennent interférer. Dans tous les cas, le son, je crois, est toujours bon. Et puis c'est l'important, c'est l'essentiel, puisque c'est avec le son que vous allez écouter, normalement, les réponses à toutes les questions que vous avez posées. Alors, je commence par une toute petite intro. Merci, Shelly. Shelly va m'aider à partir de maintenant à organiser toutes vos questions que vous posez toujours aussi indiscipliné que vous êtes à n'importe quel endroit, que ce soit sur le chat, le forum, YouTube, Facebook, les messages privés, blablabla. Et hop, là maintenant on essaie de tout recentrer. Ça va être un grand bonheur d'avoir travaillé avec Shelly qui est adorable et puis ça va être bien plus pratique et je vais pouvoir passer plus de temps à répondre à vos questions. Voilà, alors j'ai essayé de m'organiser différemment. Là j'ai une énorme page Facebook devant moi avec justement tout ce que m'a préparé Shelly et toutes les questions que vous avez posées. On y va, on attaque. Enfin, on y va. Faites-moi des coucous pour me dire que vous me voyez bien ou que ça se diffuse bien, ce serait pas mal. Je vais essayer de ne pas être perturbé d'ailleurs par tous ces petits coucous qui volent. Bon, première question. Une question intéressante de Nicole qui dit qu'elle utilise du gesso sur une toile vierge, classiquement, ce qu'on fait souvent, mais elle aimerait bien l'utiliser autrement. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Alors, la question est super vaste. Moi, je connais une autre utilisation du gesso, je connais des artistes même qui l'utilisent un peu comme on utilise du modeling paste, c'est-à-dire pour travailler un peu en épaisseur et avec du lâcher, du dripping en fait, avec du gesso qui fait des espèces de taches vachement sympas. Ce côté blanc un peu laiteux, crayeux est très très élégant. Si vous le travaillez par exemple avec du brunois, avec des angles de Chine ou des couleurs sépia, c'est magique, c'est magnifique. Et on peut revenir faire un peu de graphisme dessus. Et donc ces taches entre guillemets de gesso sont, oui, comme je le disais, un peu dufteuses, un peu plâtreuses. C'est très très élégant. Alors, vous pouvez travailler un peu en épaisseur. Attention quand même si tu fais ça, Nicole, parce qu'en travaillant en épaisseur, ça peut craquer. Le gesso est quand même pas vraiment prévu pour ça. Hein, il va adhérer comme il faut, mais il peut craquer. Ça peut faire des trucs sympas, hein. En même temps, les craquelures, ça peut être sympa. Mais teste ça comme ça, Nicole, si c'était bien le sens de ta question. Euh, la fonction d'origine du gesso, c'est d'être une sous-couche, un après, qui permet d'avoir une bonne, enfin, d'isoler la toile et d'avoir une bonne accroche pour la peinture à l'huile ou l'acrylique, mais on peut le détourner de cette manière-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nicole. Annick me dit comment utiliser les posters Colors. Alors, on n'en vend pas sur beaux-arts.fr des posters Colors, alors je suis allé voir, je suis allé me renseigner. En fait, il semblerait que ce soit des peintures à l'eau, hein, donc un peu comme des gouaches, opaques, plutôt permanentes, et ça ressemble un peu à la flash ou à la mat pub. Vous savez, ces couleurs qui sont vinyliques ou acryliques, qui sont opaques, couvrantes et mates, et c'est super intéressant parce qu'en étant mat, on les utilise justement pour les posters et pour l'illustration parce qu'on peut les photographier sans avoir de reflet. Quand une peinture est mate, on a des belles. Et on fait des très très beaux aplats sans traces. Donc je ne sais pas si c'est ça, Nick, dis-moi si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Mais si c'est ça, c'est des beaux produits. C'est sur papier, hein, c'est plutôt sur papier. Sachant que dans les beaux-arts, on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est plutôt sur papier, comme la gouache, quoi. Ok? Sylvain me dit, oh là là là, une question, il y en a pour 2 heures pour y répondre. Pour dessiner la langue de Chine, quelle plume, quel papier, quel pinceau, ça. Alors, il y a plein de plumes. Et d'ailleurs, sur beaux-arts.fr, il y a un très très grand choix de plumes parce que la chef, Nathalie, la chef de la boîte, elle est passionnée par les plumes. Donc il y en a beaucoup qui se vendent à l'unité. Donc ce que je te conseille, c'est d'en prendre, pas beaucoup, mais t'en prends 2, 3 pour toi-même te faire ta conviction. Les plumes, en fonction de leur largeur, de leur finition, elles sont plus ou moins raides, plus ou moins souples. Et ça, c'est toi qui vas aimer avoir une plume qui gratte, par exemple, ou une plume qui ne gratte pas. Il y a les banzong, il y a plein de formes différentes. Tu t'en prends 3, 4, ça coûte vraiment pas cher, la plume, et tu les testeras et tu vas, comme moi, te faire tes convictions et savoir avec quelle plume tu aimes bosser. On parle d'angle de Chine, donc ça marche très bien avec ces plumes-là, porte-plumes classiques, que tu trouves aussi sur beaux-arts.fr. Et puis, ça se nettoie, hein, n'oublie pas, dans l'angle de Chine, souvent dans les encres, il y a la gomme, une gomme arabique, qui encrasse vachement la plume. Donc tu nettoies à la fin, à l'eau, à la fin de ta séance, tu sèches bien pour que ça rouille pas. Comme ça, les plumes, tu les gardes un bon moment, et puis c'est incroyable, une plume. A priori, ça dure longtemps. Et le papier, tu fais un peu ce que tu veux. Pour travailler la plume, moi j'utilise du papier avec un grain assez fin, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de grains. Le grain, c'est plutôt pour les techniques sèches. Sinon, ça va faire des trucs bizarres quand tu vas te servir de ta plume. Et puis, le papier, le grammage, en dessous de 180, c'est un peu dommage parce que tu risques quand même de percer ou de gratter ou d'abîmer le papier, le support. Donc, plutôt allez, de 180, 200, de 224 grammes, c'est bien.
Voilà, voilà, donc sans trop de grains. Voilà. Je dis fil parce que tout est préparé, c'est magnifique. Medium build 30 billes transparente, c'est déjà fait, j'en ai déjà répondu. Virginia, elle a déjà bossé à l'huile, coucou. Elle a déjà bossé, elle a des, pardon, des vieilles toiles à l'huile qu'elle n'a pas touchées depuis 6 mois. Et elle dit, qu'est-ce que je fais pour les retravailler? Alors si tu veux les retravailler, Virginia, à l'huile, pour les reprendre, pour qu'il y ait une bonne accroche sur ton ancien tableau que tu veux rectifier ou enrichir, tu dois passer effectivement du vernis retouché. On a tourné des tutos là-dessus, sur Cours Beaux-Arts et même sur la chaîne YouTube, je crois, avec Amandine, avec Catherine, on a des tutos là-dessus. Il vaut mieux repasser un vernis retouché. L'accroche sera meilleure, ça fait, voilà, ça permet vraiment de se fusionner avec les couches séchées, entre guillemets, cicativées d'en dessous. Voilà. Par contre, si ta première œuvre, elle est très très fine, ça a bien séché, etc. Après, tu peux prendre les risques que tu veux. Effectivement, c'est toujours gras sur maigre. Mais qu'est-ce qu'on prend comme risque si on se remet à travailler en considérant que le fond de l'huile, enfin le fond de la toile, c'est vraiment comme un fond qui s'oublie. Bon, voilà, c'est pas académique, mais on peut faire des trucs. Mais donc, si tu veux travailler dans l'académie, un truc assez classique, tu fais de l'huile classique, vernis retouché, pour rafraîchir les couches supérieures et pour pouvoir faire adhérer. Alors après, tu dis gratter, oui, bien sûr, tu peux gratter pour casser cette espèce de finition satinée sur lequel ça adhère pas. Mais le fait de gratter de la peinture à l'huile, si elle est épaisse, n'enlèvera pas la nature chimique de l'huile. Hein. Et donc, on reste toujours avec notre problématique de gras sur maigre. J'espère que j'étais clair, Florence. Sylvain dit, là aussi une question avec une heure de réponse. Pouvez-vous me démêler dans le choix des pinceaux pour l'acrylique et l'huile? Oui, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut que je te dise là-dessus? Ce qu'on conseille, allez, je vais essayer de faire un espèce de florilège de tous les conseils qu'on donne dans le magasin. D'abord, il vaut mieux avoir un paquet de pinceaux à l'huile, un paquet de pinceaux à l'acrylique. Parce que si tu fais passer tes pinceaux d'un univers à l'autre, il y a des pinceaux qui sont mixtes, hein, qui sont utilisables dans les deux, mais ils vont souffrir, parce qu'il va falloir vraiment que tu leur changes d'univers, que tu les nettoies à fond, que tu les décapes et tout. Et au fur et à mesure, moi j'essaye de séparer pinceau à l'huile, pinceau à l'acrylique. Après, dans l'usage, comment choisir ces pinceaux pour l'huile et l'acrylique? Globalement, ces deux techniques demandent des pinceaux plutôt à manches longues. Les manches courtes sont réservées pour les techniques plus précises, comme les techniques sur papier, etc., les encres, les aquarelles, etc. Donc, l'huile acrylique, on est potentiellement amené à peindre debout, donc les pinceaux plutôt manches longues. Et après, bah, tu as deux paquets. Si tu veux, tu as les pinceaux synthétiques et les pinceaux en poil naturel. Dans les deux techniques, tu peux utiliser les deux. Si on parle de l'acrylique, il faut quand même globalement privilégier les pinceaux synthétiques. Ça va très très bien et c'est pas la peine d'aller chercher de la martre, etc. pour passer à l'acrylique, je trouve. Hein. Tu as des pinceaux très très souples et très très durs. Il y a toute une variété de pinceaux en polyamide qui sont parfaits pour la peinture acrylique. La soie de porc, si tu veux avoir un peu de nervosité dans le trait et des traces. Des poils blancs là, si tu veux, pour l'acrylique. Et pour l'huile, pareil, tu peux aussi travailler, je prends l'exemple d'Amandine qui travaille avec beaucoup de pinceaux synthétiques. Tu peux bosser avec des pinceaux synthétiques. Il y a des très très bons pinceaux d'ailleurs en polyamide. Et puis on peut à l'huile travailler bien sûr avec la soie de porc pour avoir cette nervosité et emporter de la pâte. Et puis bien sûr la martre pour la précision. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Pas le petit gris, vous laissez tomber le poney et le petit gris dans les deux techniques. Ils vont s'encrasser tous les deux. Avec ces peintures, avec ces pâtes épaisses. Voilà, voilà. J'espère que j'ai survolé le truc, quoi, vu le nombre de sujets qu'il y a. Mais voilà, déjà deux paquets sur les pinceaux. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une jungle, enfin c'est une forêt, les pinceaux plutôt. Et c'est pas simple de s'y retrouver. Il faut y aller petit à petit, il faut pas trop dépenser de sous à la fois. Il faut y aller. Par contre, quand tu as choisi une gamme, un truc qui te plaît, là tu peux élargir. Mais au début, il faut tâtonner parce que les conseils bons pour quelqu'un seront moins pour d'autres, quoi. Ok, voilà, voilà. Ensuite, le gel médium, Dorian qui me dit, est-ce que je peux utiliser le gel médium pour coller des matières sur du verre? Oui, on peut toujours, il n'y a rien qui va exploser là. Quand tu parles de gel médium, de matière, de verre, tout ça c'est inerte, donc il n'y a pas de problème. Après, ça dépend du verre, ça dépend de plein de choses. Il faut que tu le nettoies, ton verre, que tu le dégraisses, hein, parce que ça, on crée toujours, il faut supprimer toutes les couches intermédiaires qui pourraient faire qu'il n'y ait pas de bonne adhérence, comme quand on colle un truc. Le gel médium, il est très très collant, mais le verre, il est très très lisse, donc il y a très peu d'absorption. J'ai jamais utilisé, je crois pas, Moi j'ai déjà collé des trucs un peu rock'n'roll sur du verre, sur du miroir, mais c'était avec une colle, vous savez, les colles en tube là, les grosses colles en tube avec les pistolets là, et ça tient pas, au bout de quelques mois, quelques années, ça sèche et les machins se décollent. Donc ça marche pas très bien. Le gel médium, il va garder de la souplesse, ça c'est plutôt bien. Sur du plexiglas, je sais que ça marche, mais il y a une réaction quand même en surface qui fait qu'il y a une adhérence.
Voilà, sur le verre, je sais pas. Mais pas ça sur un verre vertical. À plat, ça devrait marcher. Voilà, un petit tour d'horizon d'Oriane. C'est pas une réponse très très académique, mais la question n'est pas non plus académique. Agnès, qu'est-ce qu'elle dit? Elle montre un petit truc sympa dans des couleurs chaudes, et elle dit, ah oui, elle veut faire des traits de précision avec un pinceau. Alors je regarde ça, je vois la question, je me dis, bah, Posca, allez hop, c'est de l'acrylique, c'est du crayon Posca. Et puis après, il y a toute une ribambelle d'échanges entre vous, et qui disent que, et ce qui fait dire à Agnès, ouais, mais Posca, c'est pas glamour, et j'aimerais bien avoir la fierté de travailler au pinceau. Bah ouais, mais c'est pas facile. Alors, les pinceaux, tu peux utiliser des traînards, tu peux utiliser des pinceaux fins, il y en a plein, et ça, sans parler de marque, ça existe. Le truc après, c'est la consistance de la peinture, et je bosse là-dessus, enfin, je cherche comme vous aussi la structure idéale pour pouvoir avoir des longues traînées ou des traits fins sans être obligé de retremper tout le temps, etc. C'est pas simple du tout. J'en suis arrivé à un truc pas mal. Il y a d'abord la Golden Fluid qui est superbe, c'est une acrylique extra fine. Alors, extra fine, attention, hein, c'est pas une peinture pour. Enfin, c'est pas donné, quoi, voilà. C'est une extra fine, sauf que t'es pas obligé d'en mettre plein de couches puisqu'elle est très concentrée. Même le blanc, il est très très opaque. Et donc, tu passes qu'une seule fois, quelle que soit la couleur que tu utilises. Et ça fait. Et il y a des très très belles couleurs. Et la texture en elle-même c'est déjà liquide. C'est tout comme il faut pour que ça marche au pinceau. Ça, c'est top. Et puis sinon, tu peux utiliser des gels, des. N'importe quoi. Coupé. Des médiums pour peinture acrylique qui vont la fluidifier. Faites pas ça à l'eau parce que là vous allez perdre la consistance et ce côté un peu sirupeux et gluant qui fait qu'on peut avoir des traits continus. Donc prenez des médiums. Il y a des médiums à peindre diluants qui sont très très bien et qui peut t'amener à ça. Mais là encore Agnès, il faut que toi-même tu trouves ta texture, ton truc quoi. C'est voilà. La piste, c'est des pinceaux traînards avec des poils longs. Il n'y a pas de réserve possible si tu es avec une acrylique, puisque je ne vois pas comment un pinceau pourrait se gorger d'acrylique. Hein. On se gorge d'eau, on se gorge d'encre ou d'aquarelle, mais pas d'acrylique. C'est trop poisseux. Et donc pour ça, il faut la fluidifier, l'acrylique, tout en lui conservant ses propriétés fortes de couvrant et de pigment. Donc c'est plutôt une extra fine. Voilà. Golden, c'est canon pour ça. Voilà, voilà. Les pinceaux eyeliner, c'est très très bien, mais ça, je n'allais pas vous proposer les eyeliners. Modeling paste, pourquoi on peut pas? Sandrine dit, pourquoi on n'a pas le droit de mélanger du modeling paste avec de la peinture? D'abord, on a toujours le droit de faire tout ce qu'on veut. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que le modeling paste, c'est une pâte blanche, vous savez, hein, qui permet de faire de la texture. Elle reste blanche. C'est pas comme du gel médium qui est blanc quand il est frais et qui devient transparent après en séchant, donc qui permet d'être mélangé avec de la couleur, puisqu'il ne reste plus que la couleur. Le modeling paste, c'est comme une pâte à modeler toute molle. Quand il sèche, il reste blanc. Donc, si tu le mélanges avec une couleur, bah, cette couleur, elle va être altérée. C'est comme si tu prenais un rouge, tu prends un rouge qui pète, et puis tu lui mets du blanc dedans, bah, ça fait du rose. Bah, là, pareil, ton rouge qui pète, si tu le mélanges avec du modeling paste, tu vas te retrouver avec du rose. Et toutes les couleurs sont un peu palichonnes, quoi, fades, pastel, avec du modeling paste. C'est pas vraiment fait pour ça. Donc, il vaut mieux que tu l'utilises, tu l'appliques blanc, pur, tu fais tes structures, et tu viens peindre dessus, avec des couleurs qui pètent, des couleurs éclatantes, qui en plus vont bien accrocher sur le modeling paste, mieux que sur certains gels d'ailleurs, qui sont plus plastiques. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais sinon, tu as le droit, enfin on peut tout faire. Et chimiquement, techniquement, coucou, techniquement, tout est compatible. Voilà, voilà. Après, Farida me dit, j'ai fait un fond à l'acrylique jaune orangé, mais il me plaît pas. Est-ce que je l'ai dit là? Je retiens quoi? Des couleurs chaudes. Quand on utilise des couleurs chaudes, elles sont pas couvrantes, très très rarement couvrantes. Elles sont plutôt transparentes ou semi-transparentes. Ça veut dire que si tu... Et c'est bien, parce que c'est en superposant plusieurs couches et plusieurs nuances que tu vas avoir des choses qui vibrent et qui sont belles et intenses. Donc si c'est ton problème, pour avoir, si tu veux, quelque chose de couvrant, s'il y avait quelque chose en dessous, il faut passer par une couvrante toute simple, un jaune couvrant ou même un blanc pour pouvoir après retravailler des couleurs transparentes, belles et transparentes et dans les couleurs chaudes. Après, les surfaces lisses, pour avoir des surfaces lisses, ça dépend. Si tu as à nouveau des traits de pinceau, ça dépend de plein de choses. De la qualité de ta peinture. Encore une fois, si c'est pas une extra fine, très concentrée en pigment, tu vas avoir, voilà, on a ce qu'on a, quoi, un peu de pigment, donc on voit que c'est pas réparti uniformément. La qualité des pinceaux, ou au moins de leurs propriétés. Si c'est des pinceaux, comme je disais tout à l'heure, en soie de porc, le trait reste. Si c'est de polyamide doux, tu sais, les poils clairs, la blond, orangé, etc., c'est très très doux, donc le poil s'oublie et ça te permet de faire tes aplats sans aucune trace. Et après, quand il y a un truc qui ne te plaît pas à l'acrylique et que tu dis qu'est-ce que je peux faire, tu peux tout oublier, tu peux continuer à travailler dessus. Plus tu utiliseras des couleurs opaques et plus tu pourras masquer les horreurs d'en dessous, ou alors les exploiter
avec des couleurs transparentes en plusieurs couches. Voilà, c'est une réponse un peu théorique, mais c'est pas facile sans voir la croûte dont tu parles, sans la voir, c'est très difficile d'en dire plus. N'hésite pas à échanger encore. Voilà, voilà. Sandrine qui dit comment je pourrais transférer un texte imprimé sur une imprimante à jet d'encre sur une toile. J'envisage de transférer un poème, c'est super, calligraphique. Alors, 2 remarques. Le poème calligraphique, n'oublie pas de l'imprimer à l'envers. Parce que si tu ne l'imprimes pas à l'envers, quand tu vas le transférer, il va se transférer à l'envers. Donc tu vas te retrouver avec des textes obscurs, incompréhensibles, parce que tout va être imprimé à l'envers. Je le sais, ça m'est arrivé. Voilà, fais bien ça. Donc tu l'imprimes à l'envers, tous les logiciels le font, tu l'imprimes à l'envers et après tu le transfères à l'envers. Alors après, si tu veux transférer un texte imprimé sur une imprimante jet d'encre, j'ai fait plein de tutos, plein de vidéos là-dessus, plein. Et en final, la meilleure méthode de transfert que j'ai retenue, entre guillemets, en testant tous les produits, c'est le Bindex. Mais je crois que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir testé le truc. C'est pas une science exacte, donc ça marche pas toujours. Ça dépend de plein de facteurs. Mais quand ça réussit, c'est super. Mais il reste ce côté un peu brut et imprécis et aléatoire du transfert. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais là, il y a vraiment plein de références sur YouTube et sur le blog du site beaux-arts.fr. Il y a plein de trucs là-dessus. Dernière tentative, tu peux aussi imprimer sur du papier Wenzu, vous savez, ce papier transparent. Et là, tu n'es plus obligé de faire de transfert, mais tu peux plaquer, maroufler ton papier qui devient complètement transparent et qui le reste en l'imprimant de l'autre côté, ce qui fait ressortir les encres et ce qui donne des effets magnifiques. Surtout pour de la calligraphie, là, j'imagine bien un truc comme ça. Voilà Sandrine, et je crois que j'ai encore des questions. Coucou, je peux pas les lire là, vous êtes trop par contre en direct, mais je regarde sur mon anti-sèche, sur Facebook, sur les posts. Il y avait une autre question, transfert de photos, on vient d'en parler. Mandala, Fabienne, une autre Fabienne, qui fait des mandalas au pastel et au feutre. Et qui dit, est-ce que je dois fixer ou pas? Pastel et feutre. Alors pastel, vous voyez, c'est un truc, on est dans l'univers très sec, on a du pigment compressé quasiment sans liant ou très peu. Et puis le feutre qui est du pigment avec un liant plutôt liquide, très liquide. Alors le mélange de deux, j'arrive pas à imaginer ce que ça donne. Si tu fais le pastel d'abord et le feutre, à mon avis, le feutre il est mort dès la première séquence. Et si tu fais l'inverse, comme le pastel est couvrant, je vois pas ce que ça donne. Bon, indépendamment de ça, le pastel se fixe, vous le savez ça, pas seulement parce qu'il résiste pas aux UV, mais aussi parce qu'il a besoin d'être vraiment accroché, parce qu'il est juste sur un papier à grains. Il se coince un peu dans les infractuosités du papier, mais dès que vous mettez votre œuvre verticalement, bah, s'il n'y a rien qui le fixe, le truc il tombe. Donc ça se fixe avec quelques voiles légers successifs de 3 couches passées à plat et à 30-40 cm avec un fixatif. Mais si tu fais ça sur du feutre, je sais pas, ça dépend des feutres, quoi. Si les feutres sont pas permanents, ça va baver de partout. Moi, je ferai rien. En fait, quand je dis ça, en conclusion, t'oublies tout, Fabienne, moi je ferai rien. Tu les protèges en les gardant dans un truc fermé, quoi. Tu les laisses pas tout le temps en plein jour. Tu peux prendre des pochettes cristal, j'en ai pas là, mais c'est des pochettes qui sont sans acide de film transparente, quoi, dans lequel tu mets ton œuvre et puis tu as un petit machin en plastique que tu rabats derrière. Il y a plein de formats qui existent, c'est super pratique. Tu choisis bien ça que dans un magasin de beaux-arts, en particulier le mien, mais que dans un magasin spécialisé parce qu'il doit être sans acide, sinon il va attaquer les pigments. Et puis tu protèges ça comme ça, c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr, la protection ultime, c'est de le mettre voilà, dans un passe-partout pour le séparer du verre et de le mettre sous verre. Mais des fois, tous les travaux n'ont pas besoin d'être encadrés comme ça. Donc voilà Fabienne, moi je ferai le minimum possible et puis surtout passe pas à côté d'une catastrophe, quoi, en posant du fixatif sur un travail en faisant tout baver. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. J'ai répondu, je crois, je n'ai peut-être loupé un peu, mais maintenant que ça se reconcentre, j'ai juste eu, grâce à Shelly, à aller chercher les questions à un seul endroit. Non, je ne suis pas allé sur le forum encore, je vais y aller. Donc, tout ça va être posté avec la vidéo sur le forum de coursbeaux-arts.fr, dans le fil de Facebook bien sûr, et puis dans le temps, ça restera toujours sur le forum de coursbeaux-arts.fr. Vous faites pareil, vous posez des questions. Quand je vous dis, je poste l'espèce de logo, là, d'image, et vous pouvez commencer à vous poser des questions pour la fois d'après. Et puis si vous vous perdez dans les méandres de tous ces groupes, toutes ces pages que Fred lance toutes les 3 semaines, et ben chez les mois, on essaye de tout remettre à cet endroit-là pour que je puisse répondre. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements, tous les petits compliments, les quelques petites engueulades. Merci pour tout ça et à très bientôt.